Salut tout le monde. Salut Mathieu. Salut Thomas. Eh bien, nous sommes toujours au Festival de Vichy. Vous commencez à connaître la musique. On a joué à plein de choses sur ce festival et on va vous débriefer ce qu'on a joué, ce qu'on a aimé, ce qu'on a un peu moins aimé. On va vous dire un mot sur l'équipe parce Tout à fait. qu'effectivement, on était quasiment au complet. Il nous manquait que le grand Manitou et les contributeurs. Mais Tout voilà, à fait. on était très nombreux. Il y aura des articles sur le site aussi. Ouais, exactement, parce que on a Atom et Marilyn qui ont joué à pas mal de choses, qui vont pouvoir vous chroniquer ça un peu plus en détail, plus en détail que nous. On a toujours le Fred qui est derrière la caméra, mais surtout cette année, pour nos partenaires, vous avez eu la chance de rencontrer Kirill, qui est notre nouveau venu dans l'équipe, qui a eu un baptême du feu un peu difficile parce que ça a été un gros salon pour lui. Donc voilà, là je crois qu'il mérite de se reposer un peu, notre ami Kirill. Ouais. Bon, alors on est là. Voilà, on a joué à plein de trucs. C'est toi qui commence. Tu commences avec Captain Flip. Très bien. Alors Captain Flip, c'est le premier jeu d'un petit éditeur distribué par Asmodée qui s'appelle Playpunk. Alors Playpunk, pour ceux qui savent pas, c'est la structure qui a été montée par Antoine Boza, l'auteur de Seven Wonders entre autres, et Thomas Provost, qui est un des fondateurs de Repos Productions, qui a édité Time's Up, des débutants du monde du jeu, quoi. Seven Wonders et d'autres, et Concept par exemple. Donc des débutants, mais ils ont décidé de monter une structure ensemble pour faire des jeux. Et donc, si je dis pas de bêtises, c'est un jeu de Paolo Mori. Et donc c'est un jeu dans lequel tu vas prendre des jetons et les mettre dans un bateau, parce que tu veux que ton équipage pirate fasse le plus de points, le plus de fortune. Tu prends un jeton au hasard dans un sac, tu le regardes, et tu vas le placer dans une de tes colonnes. Il va au plus bas de ta colonne en mode puissance 4. Jusque là tout va bien, sauf que ils ont des pouvoirs, ça se combine pas forcément. Genre il y a des canonnières et si t'en as trop, ton bateau explose. Du coup, tu peux choisir simplement de retourner ton jeton, mais une fois que tu l'as retourné, tu dois le placer. Donc tu as ce petit côté prise de risque. T'as des petites combinaisons, t'as des perroquets qui te permettent de rejouer, d'atteindre des endroits, t'as des vigies qui doivent être en haut. T'as des cuistots qui vont nourrir les gens dans des lignes. Donc t'as plein de petites choses à faire, de petits dilemmes, et tu vas avoir 4 plateaux différents. Chaque joueur a le même plateau, mais tu peux jouer des typologies de parties différentes, avec des petits bonus à droite à gauche, ou des malus. Et donc tu peux venir complexifier l'expérience si tu en as envie. Alors c'est un jeu qui est vraiment hyper familial, qui sortira vers Cannes, sûrement un petit peu après. Et en fait c'est un genre d'expérience qui est très léger, qui est très, très familial, je le disais. Et c'est presque désarçonnant de simplicité. Tu dis, attends, ça va pas marcher, je vais juste tirer un jeton d'un sac et je vais le mettre dans un plateau. Et en fait, si, ça marche. D'accord, comme quoi c'est des débutants, mais finalement ils ont des bonnes idées, quoi. Ouais, et en fait, c'est l'auteur surtout qui a eu la bonne idée, hein. C'est Paolo Mori. Et donc, tu vas quand même avoir un certain faisceau de choix qui est intéressant. T'es jamais complètement dépourvu et ça se finit assez vite, c'est très court en fait. Donc, et ça correspond bien au jeu du moment où tu vas faire ton petit tableau personnel, il n'y a pas trop d'interaction. Il y en a sur certains plateaux, mais ça reste de l'interaction gentillette. Ok, très bien. Et merci pour ce débrief. De rien. On passe au jeu suivant. Alors le jeu suivant, c'est un jeu qui s'appelle Mycelia, qui était chez Ravensburger. Alors c'est un jeu où on est un royaume champignon. On gère un royaume champignon. Et pas de chance, il a plu. Et on aime bien l'humidité, mais pas trop quand même. Donc il va falloir évacuer toute cette eau. Donc on va avoir devant nous un petit plateau avec différentes cases sur lesquelles il y a des gouttes d'eau, et ces gouttes d'eau, va falloir se débrouiller pour s'en débarrasser. Alors soit on peut les déplacer, les amener dans notre puits pour les garder pour plus tard, soit on pourra tout simplement les éliminer. Alors comment on va jouer ? Eh bien c'est un jeu de deck building. À chaque tour on a 3 cartes en main. On joue ces cartes qui vont nous permettre soit d'acheter de nouvelles cartes, soit de déplacer nos petites gouttes d'eau, soit de les enlever. Donc c'est un jeu qui est très très accessible, et moi c'est clair, c'est mon coup de cœur du salon. Je vous ai clairement, je vous ai fait chier pour en parler parce que clairement ça a été mon coup de cœur, parce que bon, le deck building, moi c'est vraiment mon truc, et on est sur un jeu qui est à la fois très accessible parce qu'il n'est pas punitif, on peut toujours faire des choses, ça se passe bien, c'est mignon tout plein, mais en réalité quand on choisit les cartes que l'on va prendre, parce que notre plateau est séparé en différentes zones avec des types de terrain, et on va pouvoir se spécialiser sur certains types de terrain pour pouvoir enlever les gouttes. Et il y a un vrai sens du timing de se dire, j'ai pris telle carte qui ne va se déclencher que dans certaines conditions. Et donc il va falloir vraiment se dire, quelle est ma stratégie ? Est-ce que je mets toutes mes gouttes sur un même type de terrain et je n'ai que des cartes qui correspondent à ce type de terrain ? Est-ce que j'ai un petit peu de tout ? Est-ce que je me rappelle mes cartes qui sont pas encore sorties pour pouvoir me préparer ?
Moi, j'ai trouvé ça vraiment très 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 malin. Ouais, et puis le matos c'est sexy. Le matos, c'est T'as super un sexy. truc qui fait pleuvoir et tout. Voilà, c'est vrai. C'est fou. J'en ai pas parlé. Il y a ce truc qui fait pleuvoir, qui pour moi est peut-être un peu surédité, mais qui fait partie du charme du jeu aussi. On va être clair. C'est gadget, mais c'est sexy. Voilà, c'est ça. Le jeu est vraiment pas punitif. Quand on achète une carte, elle va tout de suite sur le dessus de notre paquet, donc on l'a le tour d'après. Donc vraiment, le jeu est gentil avec nous. Il y a aucun problème. Il est très très sympa avec nous. Et pourtant, je pense qu'il a une profondeur qui est vraiment vraiment intéressante. Donc voilà, moi coup de cœur du salon, clairement. Plutôt famille ou plutôt initié? Plutôt famille. Ok. C'est ça qui est marrant, c'est plutôt famille, mais les initiés vont s'amuser. Ouais, du coup c'est cool parce que c'est un peu sur C'est ça. le pont entre deux publics. Et, Exactement, exactement. Donc moi c'est ouais vraiment il m'a plu quoi. très Voilà. bien, ça a l'air d'être une belle expérience. Ouais, on nous l'a pas. Il faut reconnaître qu'on nous l'a pas mal recommandé sur le salon. Hein. C'est pour ça que j'y suis allé. Est-ce qu'on passe au jeu On suivant? passe tout à fait au jeu suivant. Ah, parfait. Et bien le jeu suivant, c'est toi qui vas nous en parler. C'est Fake Crystal. Alors c'est un jeu d'enchères, mais pas vraiment un jeu d'enchères. C'est un jeu à économie fermée par l'auteur de Sheriff de Nottingham par exemple. Donc on sent que ça va être déjà un jeu d'enfoiré. Et effectivement, on va vendre des cristaux, on va les mettre sur son marché, on va les placer, c'est des tuiles, on va les placer dans notre tableau. On va dire, bah tiens, celle-là, je vous annonce qu'elle vaut à peu près 6 ou qu'elle vaut à peu près 18, et on va mettre le prix. Avec ces sous, on va indiquer le prix. Et ensuite, une fois que tout le monde a fait ça, on va regarder chez les gens et on va dire, ah bah tiens, toi là-bas, tu vois ton cristal de gauche, je vais te l'acheter, je vais te donner autant que ce que tu as mis. Donc tu récupères ta mise et moi je te donne ta mise et je récupère ta carte cristal. Ou alors, je peux dire, bah je vais simplement récupérer ta mise, mais c'est toi qui récupères le cristal. Évidemment, on peut mentir comme des arracheurs dedans. Il y a des cristaux qui valent des points de victoire négatifs et pour ceux qui valent des points positifs, il y a des scorings de majorité ou de collection qui vont se rajouter, qui vont complexifier un petit peu les choix, sachant qu'on voit toujours sur le dos des tuiles cristal la couleur auquel ils peuvent appartenir, parce qu'ils peuvent être soit des cristaux de la couleur annoncée, soit des faux. Et donc, évidemment, on va avoir le mind game de est-ce que je mets mon cristal qui vaut 18 dans un emplacement qui vaut 6 avec une mise ridicule, au risque que quelqu'un me dise ouais, c'est pas cher, j'achète, et que tu te retrouves à vraiment être vraiment dégoûté parce que ça n'a pas marché, mais que si tu le récupères, tu as fait vraiment un gros score. D'accord. Donc ça t'a plu? Ouais, ça m'a pas mal plu en fait. Je craignais un petit peu parce que Sergio Alaban, il a aussi travaillé sur Warehouse 51 qui était un peu moins bien. Donc voilà, mais Sheriff de Nottingham, j'aime bien à la base. Là, il y a vraiment un truc qui est plus dans l'air du temps, qui est plus moderne dans son approche, qui est court et qui est vraiment sans trop de gras et sans trop de heures dans l'expérience. Donc on a vraiment quelque chose de contenu qui va durer genre 20 minutes, pendant lequel on se fait crasse, il y a un peu d'émotion, il y a un peu de construction aussi. Du coup, tu as à la fois le côté construction de tableau qui est à la mode, et en même temps, c'est pas des tableaux tout propres. Okay. D'accord, très bien. Je vais prendre la main pour le quatrième jeu. Donc le quatrième jeu, c'est Reflecto. Alors Reflecto, c'est un jeu de Roberto Fraga. C'est un auteur que personnellement j'adore, qui va reprendre quelque chose qu'on avait déjà vu chez Princess Ching, de Roberto Fraga. Disons-le, c'est du plagiat de lui-même. C'est une réinterprétation d'une mécanique très intéressante, je trouve, où en fait on va avoir des petits chevalets sur lesquels il va y avoir des miroirs, et donc on va pouvoir déplacer nos chevalets. Et si on place nos chevalets intelligemment, on va voir ce qu'il y a sur le chevalet adverse. En l'occurrence, sur ces chevalets, il y aura un mot de 5 lettres qu'on aura écrit. On peut changer le nombre de lettres pour changer la difficulté. Et pour gagner, on a deux façons de faire. Soit on réussit à voir toutes les lettres ou suffisamment de lettres de notre adversaire pour pouvoir deviner le mot qu'il a écrit. Soit on va réussir à faire sortir nos lettres dans l'ordre du mot. Alors pour se déplacer sur le plateau, on va pouvoir soit se déplacer un petit peu comme un roi aux échecs sur une case adjacente, soit on va pouvoir, comme les dames, sauter d'un petit chevalet à un autre. Donc c'est très simple au niveau des règles, c'est très accessible. Donc on a joué à deux avec Fred. Alors on a fait une partie qui était très agressive, dans le sens où on s'est vraiment tous les deux on était sur la stratégie de je vais sortir mes lettres,
Ce qui fait qu'on a assez peu joué avec les miroirs. Parce qu'il y a un jeu avec les miroirs qui est quand même intéressant, c'est que on veut pas que l'autre devine qu'on a placé un miroir. On veut pas trop avancer, etc. Et on essaie de regarder discrètement. Alors c'est pas toujours facile, mais on essaie de regarder un petit peu discrètement pour voir ce qui se passe. En l'occurrence, on n'a pas beaucoup joué avec ça. Et on en a parlé un petit peu avec l'éditeur qui nous disait qu'effectivement, le jeu des miroirs, on gagnait avec les mots, allez, dans une partie sur 5 à peu près. Donc ça reste important, mais c'est une composante en plus du jeu. Donc il y a un espèce d'équilibre qui se fait entre comment je me place, comment je place mes miroirs, parce qu'il y a aussi le fait que même si on peut parfois vraiment se déplacer d'un bout à l'autre du plateau si les planètes s'alignent, des fois si jamais notre chevalet est mal placé, il va mettre beaucoup de temps à bouger. Il y a vraiment ce choix de comment je vais jouer. Est-ce que j'essaie d'aller débusquer mon adversaire à la dernière minute. Donc c'est assez intéressant, mais c'est des jeux où il y a besoin de plus d'une partie pour avoir un avis définitif. Est-ce que ça ressemble beaucoup à Princess Jing ou est-ce que les sensations sont différentes? Non, pour moi, les sensations sont quand même différentes. Ok. Il y a quand même une proposition qui est différente là-dessus, ouais. Voilà. Mais comme je l'ai dit, ça reste un jeu qui est plutôt abstrait et il y a besoin de faire plusieurs parties pour se dire c'est pour moi ou c'est pas pour moi. On passe au 5e jeu déjà. Allons-y. Un jeu particulier puisque c'est les Toits de Paris. Les Toits de Paris, ouais. Alors, on connaît tous les deux. Très bien, c'est une amie. Une des deux illustratrices, voilà. Christine Alcouf, voilà. Et aussi un peu Ludovic Maublanc. Voilà. Alors, Toits de Paris, c'est un jeu dans lequel on va être un gang de voleurs, gang d'épis. Et donc, on va aller voler les appartements des riches parce que, globalement, c'est ce qu'il faut faire. C'est eux qui ont toute la thune et toutes les œuvres d'art, etc. Le seul problème, c'est qu'il y a l'inspecteur Rossignol qui va nous poursuivre. C'est du stop ou encore et de la collection. Et on va tout simplement dépiler les œuvres d'art, sachant que certaines œuvres d'art vont faire avancer Rossignol, que si Rossignol arrive sur une des cartes qu'on était en train d'essayer de prendre, il nous prend la main dans le sac, on n'a rien, et les autres vont pouvoir se partager la mise. Sinon, plus on a avancé, plus on peut prendre de cartes, même si on doit prendre des cartes, et de la même manière, les autres vont pouvoir se servir ensuite. Seulement, vous essayez de lutter pour des majorité d'œuvres d'art, majorité de colliers, etc., qui vous feront des points en fin de partie. Et par contre, certaines œuvres d'art, certaines cartes vont avoir des petites clochettes sur elles. Et quand vous avez 3 clochettes dans la même collection, ça attire un petit peu trop l'attention, vous perdez entièrement cette collection. Et c'est un petit peu dommage pour les majorités dont je vous ai parlé il y a une seconde. Donc évidemment, c'est un jeu dans lequel on va regarder ce que font les autres, on va prendre des trucs qui ont des pouvoirs un peu sympas, des points, des scoring alternatifs. Et puis à un moment, on va s'apercevoir qu'on a 2 cloches. Et là, la personne qui est juste avant nous va nous dire: je m'arrête là, je prends une carte, tu es obligé de prendre cette carte violette qui te fait perdre toute ta collection violette de 5 cartes. Et on se dit: ah mince, ah bah zut. Zut, c'est très interactif en fait. Oui, tout à fait, c'est un jeu qui est méchant. On a joué à 4 et clairement il y avait Kirill, que les gens ont découvert aujourd'hui, qui lui était vraiment en mode comment je fais pour balancer des cloches sur mes adversaires pour les éliminer les uns après les autres, qui a été une stratégie gagnante puisqu'il a gagné la partie. Et ouais, on est sur un jeu qui est, certes il y a de la prise de risque, mais il y a vraiment aussi une bonne dose de fourberie comme on les aime. Une bonne dose de fourberie comme on les aime, voilà, exactement. C'est un jeu qui est plutôt marrant, qui est alors moi j'aime pas ce mot d'habitude, mais qui est efficace. On prend les règles tout de suite, on joue tout de suite, tout est compris directement. C'est pas forcément moi ma came de jeu, mais j'ai pris grand plaisir à y jouer. Et si on me repropose, j'y reviendrai agréablement. En fait, je crois que ce qui te plaît dans le jeu, c'est globalement c'est un jeu de collection, majorité un petit peu basique, sauf cette composante d'interaction. Ouais. Qui est hyper importante. Qui vient mettre de la chaleur à la table et qui vient mettre aussi des sentiments un peu négatifs. Le fait de se sentir menacé, de perdre, avec le stop ou encore où tu peux perdre des choses aussi. Et au final, c'est très bon enfant dans l'esprit. Tu vois, quand tu perds des trucs, tu dis ah, c'est pas grave. Mais c'est vrai que ça peut faire rallouer un petit peu. Et ça rajoute un peu d'affect. T'es pas tout seul à faire ta collection dans ton coin. Ça, c'est quand même très positif aujourd'hui. Et je sais que les auteurs voulaient parler du concept de prise de risque. Et c'est vrai qu'on le retrouve à 2 niveaux, cette prise de risque, sur le stop ou encore, mais aussi sur est-ce que je prends mes clochettes ou pas sur ce truc-là. Parce que les cartes qui ont des cloches, souvent elles ont des bonus. Voilà, c'est ça. Et de ce côté-là, j'ai trouvé ça assez intéressant. Souvent le stop ou encore, une fois que t'as dit que tu t'arrêtes et c'est fini. Là, ça continue. Il y a cette dimension d'incertitude un petit peu tout le long, et je pense que c'est ça qui m'a plu effectivement, ouais.
Et ben on passe au dernier jeu. On passe au dernier jeu. Et donc le dernier jeu, c'est moi qui vais en parler, c'est Make the Difference. Donc c'est un jeu, c'est le jeu des 7 différences. Voilà, c'est très simple. Vous allez avoir devant vous une illustration en noir et blanc avec plein de traits. Vous allez prendre un feutre, vous allez rajouter 5 traits qui vont donc faire 5 différences. Les autres joueurs vont devoir retrouver vos traits. Alors, la façon dont ça se passe, c'est très simple. C'est on va d'abord lancer un sablier. Pendant le premier sablier, dès qu'un joueur a trouvé une différence, il prend un point. Quand le sablier est fini, on relance le sablier. Et là, ça marche pareil, sauf que vous marquez un point aussi si on a trouvé votre différence. Et quand le deuxième sablier est passé, eh bien, vous allez marquer des points en fonction des différences qui vous restent. Plus elles sont grandes, ces différences que vous avez faites, plus vous allez marquer de points. Si vous avez juste rajouté un petit point, et ben, s'il n'a pas été vu, ok, ça vous rapportera aucun point. Ça marche plutôt bien. C'est assez rigolo, on pourrait se dire non mais attends, t'as rajouté un truc avec le feu, ça va se voir tout de suite. Alors des fois ça se voit avec la taille, mais globalement on met toujours un espèce de petit filtre sur le dessin qu'on a modifié qui fait qu'on n'arrive pas à voir là où c'est du marqueur et là où c'est imprimé. Et j'étais une table, on était 3, il y avait un des 2 joueurs qui, avant que j'arrive, a dit non mais c'est super facile, on va voir tout de suite les différences. Pas du tout, hein. Il y a quasiment à chacune des manches, il y a des différences qui nous sont passées sous le nez et qu'on n'a pas vu, et pourtant des choses assez flagrantes, quoi. On pourrait dire, tant pour les adultes, ça marche pas. Alors forcément, on pense à Differentio chez Kif qui va sortir, hein, puisque c'est le même qui est sorti, qui est sur le même principe. Les deux jouent pas exactement dans la même catégorie. Celui-ci rajoute ce côté que c'est toi qui vas rajouter la différence, et ce passage-là est assez sympa parce qu'on se dit mais c'est pas si facile que ça de rajouter quelque chose qui soit assez subtil et qui va pas se voir. Donc ça c'est quelque chose que j'ai assez apprécié. Maintenant, j'ai vraiment aimé Differentio, c'est quelque chose que j'avais vraiment aimé et j'avais trouvé que le jeu est quand même un poil plus joli, aura une durée de vie à mon avis un peu plus longue, donc j'ai préféré Differentio. Reste que ce petit côté où j'ajoute la différence m'a pas mal séduit là dans Make the Difference. Voilà. Écoute, merci pour ce de débrief. rien. On va se dire à bientôt Oui. pour le dernier débrief du salon. Tout à fait. On est à peu près tout de suite. C'est ça. Mais pour vous, ce sera dans quelques jours. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis également sur les jeux qu'on a débriefés, à nous mettre des petits pouces, partager la vidéo si ça vous plaît, et bientôt lire nos articles sur le site. Ciao, allez, bye bye.